Voilà, mesdames et messieurs, bonjour. Nous poursuivons l'étude du thorax avec aujourd'hui un cours qui va porter sur l'étude de la trachée, des bronches et des poumons. La trachée représente un tube aérifère qui prend naissance dans la région cervicale, étant relié au larynx, et qui va descendre d'abord un tout petit peu dans la partie inférieure du cou, puis dans le thorax, où cette structure va apporter l'air inspiré vers les bronches et les poumons. Nous avions vu, dans le cours sur le médiastin, que la trachée se porte globalement vers le bas et vers l'arrière, qu'elle est très superficielle dans la région cervicale, puis qu'elle devient profonde dans la région du thorax, se plaçant au centre du médiastin, dont elle constitue l'élément autour duquel s'organisent les éléments du médiastin. Si l'on représente une vue antérieure de la trachée, avec une orientation crâniale et gauche, eh bien on va se rendre compte que cet organe se présente sous la forme d'un tube fibrocartilagineux qui est constitué à sa face antérieure et latérale par des anneaux cartilagineux qui impriment leur marque sur cet organe qui apparaît rigide à la palpation et constitué de ces anneaux empilés et réunis par des ligaments annulaires. À sa face postérieure, la trachée est constituée par la membrane trachéale, constituée d'une partie musculaire avec des glandes trachéales à sa face profonde et une adventice en arrière, séparant la trachée de l'œsophage, ces deux structures dérivant de la même origine embryologique, ce qui peut expliquer l'existence de fistules œsotrachéales congénitales. Arrivant en regard du niveau horizontal de TH5, cinquième vertèbre thoracique, la trachée va se terminer par bifurcation, donnant naissance aux deux bronches principales que je représente ici, bronche principale droite et bronche principale gauche. Ces deux bronches principales, droite et gauche, que nous allons poursuivre bien sûr après, n'ont pas la même orientation, la bronche principale droite étant plus verticale que la bronche principale gauche qui est plus horizontale, ce qui explique que lors de corps étrangers inhalés, la migration du corps étranger se fera préférentiellement du côté droit. En vue interne, en vue endoscopique, la terminaison de la trachée dessine un éperon antéro-postérieur formant ce que l'on appelle la carène ou carina. Cette notion donc de carène ou de carina est une notion exclusivement endoscopique. Carina que nous représentons ici sur une vue supérieure, orientée ventralement et du côté droit, montrant le point de départ des deux bronches principales, bronche principale droite qui va partir ici et qui sera plus verticale que la bronche principale gauche, ce qui explique donc la migration préférentielle des corps étrangers vers la bronche principale droite. Chaque bronche principale va donc se porter vers le poumon considéré, apportant l'air vers le poumon droit et gauche. Au-delà d'un trajet de quelques centimètres, les bronches principales vont se diviser, donnant des bronches lobaires, puis des bronches segmentaires, puis des bronches sous-segmentaires, etc., jusqu'à arriver aux alvéoles pulmonaires. Cette segmentation bronchique n'est pas la même du côté droit et du côté gauche. En effet, du côté droit, la bronche principale droite va se terminer
pour donner naissance à la bronche lobaire supérieure droite et à une bronche intermédiaire, bronche lobaire supérieure droite. Et cette bronche lobaire supérieure droite va ensuite se diviser en 3 bronches segmentaires, déterminant les 3 segments du lobe supérieur droit du poumon. Segmentaire apical, qui va porter le numéro 1, segmentaire postérieur, portant le numéro 2, et segmentaire antérieur, portant le numéro 3. Puis, la bronche intermédiaire va donner naissance à la bronche lobaire moyenne et à la bronche lobaire inférieure droite. On parle de lobaire moyenne sans préciser le côté, car par définition, la lobaire moyenne est du côté droit, le poumon gauche n'ayant pas de lobe moyen. La bronche lobaire moyenne va elle-même se diviser en 2 bronches segmentaires, une segmentaire latérale portant le numéro 4 et une bronche segmentaire médiale portant le numéro 5. Ensuite, la bronche lobaire inférieure droite, qui va donc se porter vers le lobe inférieur droit du poumon droit, va se diviser en 5 bronches segmentaires, une bronche segmentaire apicale du lobe inférieur droit, portant le numéro 6, et décrite par Nelson. C'est pour ça que les pneumologues qui font de l'endoscopie bronchique parlent souvent de la bronche de Nelson, c'est la bronche apicale du lobe inférieur droit. Puis, au niveau de la base du lobe inférieur, nous allons avoir 4 bronches segmentaires inférieures, une bronche segmentaire médiale portant le numéro 7, médio-basale, une bronche antéro-basale portant le numéro 8, une bronche latéro-basale portant le numéro 9, et enfin une bronche postéro-basale, segmentaire postéro-basale, portant le numéro 10. La bronche lobaire supérieure droite va donc amener l'air inspiré vers le lobe supérieur du poumon droit, et ensuite par sa segmentation vers les 3 segments apical, postérieur et antérieur du lobe supérieur droit. La bronche lobaire moyenne apporte l'air inspiré vers le lobe moyen du poumon droit, et ensuite à ces 2 segments que sont les segments latéral et médial. Et enfin, la bronche lobaire inférieure droite amène l'air inspiré au lobe inférieur du poumon droit, et à ces 5 segments, le segment apical du lobe inférieur droit par la bronche apicale du lobe inférieur droit, dite bronche de Nelson, puis aux 4 segments basaux du lobe inférieur, médio-basal, antéro-basal, latéro-basal et postéro-basal. On tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, du segment médial au segment latéral. Du côté gauche, eh bien, la situation est un peu différente, car le poumon gauche ne va présenter que 2 lobes, un lobe supérieur et un lobe inférieur gauche, ce qui fait que eh bien, la bronche principale gauche va se diviser en 2 bronches lobaires, une bronche lobaire supérieure gauche et une bronche lobaire inférieure gauche. La bronche lobaire supérieure gauche va ensuite se diviser en bronches segmentaires avec habituellement un tronc apico-postérieur donnant une bronche segmentaire apicale portant le numéro 1
et postérieure portant le numéro 2, puis une bronche segmentaire antérieure portant le numéro 3. On retrouve quelque chose qui est assez comparable à ce qui se passe au niveau du poumon droit. Et la bronche lobaire supérieure va par ailleurs donner une bronche segmentaire lingulaire qui se destine à la lingula du poumon gauche, qui est en fait l'équivalent à gauche du lobe moyen du côté droit. Cette bronche lingulaire donnant une bronche sous-segmentaire supérieure qui portera le numéro 4 et une bronche sous-segmentaire 5 inférieure qui correspondent en réalité aux deux segments du lobe moyen. Enfin, la bronche lobaire inférieure gauche, elle va avoir la même subdivision, une subdivision comparable à celle du poumon droit, c'est-à-dire qu'elle donnera une segmentaire apicale du lobe inférieur portant le numéro 6, c'est la bronche dite de Nelson, et ensuite la partie basale donnera naissance à une bronche segmentaire médio-basale portant le numéro 7, puis on va ici cette fois-ci dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, une bronche segmentaire ventro-basale portant le numéro 8, latérobasale portant le numéro 9 et postérobasale portant le numéro 10. Cette segmentation bronchique est un élément de repère dans l'examen endoscopique de la trachée et des bronches, examen qui est réalisé de manière extrêmement banale en pneumologie. Lorsque les bronches principales vont pénétrer dans le parenchyme pulmonaire et vont se diviser suivant cette segmentation, eh bien elles vont se diviser par dichotomie environ une dizaine de fois, donnant des bronches segmentaires, puis sous-segmentaires, aboutissant à des bronchioles de plus en plus petites, jusqu'à la bronchiole terminale, dont je vais placer ici un segment très très fortement agrandi, qui aboutit alors au sac alvéolaire constitué en moyenne d'une dizaine d'alvéoles pulmonaires, dans lesquelles vont se réaliser les phénomènes d'hématose, c'est-à-dire l'oxygénation du sang. En effet, si l'on réalise une coupe schématique passant ici par une alvéole recouverte, tapissée d'un épithélium unicellulaire, recouvert d'une substance fluide que l'on appelle le surfactant, eh bien, au contact d'une alvéole arrive une branche de ramification terminale de l'artère pulmonaire qui amène un sang désoxygéné, qu'on va donc représenter en bleu, et qui se poursuit par les capillaires pulmonaires. C'est d'ailleurs ces capillaires qui ont été découverts au XVIIe siècle par Malpighi, qui a permis de valider la théorie de la circulation sanguine selon Harvey. Et au-delà de ces capillaires pulmonaires, eh bien, le sang va partir dans des vénules pulmonaires qui, elles, vont véhiculer un sang oxygéné. On va donc le représenter en rouge. Vénules pulmonaires qui vont alors se rassembler pour venir constituer, on l'avait déjà évoqué dans les cours sur le cœur et sur le médiastin, les veines pulmonaires, droite et gauche, supérieure et inférieure. Et c'est dans le passage au niveau des capillaires pulmonaires que se fait le phénomène d'hématose, où eh bien, l'oxygène inspiré va, par des phénomènes de capillarité, passer dans le sang, fixé par l'hémoglobine, et où le CO2 expiré, qui est amené par les veines, eh bien, va passer dans l'alvéole pour être alors
expirer. C'est ce que l'on appelle le phénomène d'hématose. Cette ramification de l'arbre aérien va aboutir dans le parenchyme pulmonaire qui est constitué dans les poumons droit et gauche que nous allons à présent représenter. Les poumons droit et gauche s'inscrivent dans un segment de cône qui se place de chaque côté du médiastin dans ce que l'on appelle la gouttière pleuropulmonaire qui est cloisonnée par la plèvre. Sinon, et cette partie du cours doit être connectée, bien sûr, au cours précédent sur le médiastin, puisque vous allez voir que l'on va retrouver au niveau du poumon des éléments de morphologie que nous avions mis en place dans la description des vues droite et gauche du médiastin. Le poumon droit, tout d'abord, le poumon droit s'inscrit est contenu dans la gouttière pleuropulmonaire droite. Si on l'extrait de la cavité thoracique et qu'on l'observe d'abord sur une vue latérale, orientée crânialement et ventralement, eh bien on va voir de cet organe qui s'inscrit dans un segment de cône, eh bien sa face qui regarde vers le grille costal. C'est donc sa face latérale. Face latérale qui est globalement triangulaire, à sommet supérieur, c'est l'apex pulmonaire, à base inférieure qui descend plus bas en arrière qu'en avant et qui apparaît globalement convexe avec les reliefs des côtes qui vont plus ou moins être marqués au niveau de cet organe et en particulier l'empreinte de la première côte qui est plus marquée ici, empreinte de la première côte, ce qui permet de se rappeler que l'apex pulmonaire se projette au-dessus de la première côte en avant et donc répond en avant à la région supraclaviculaire, c'est-à-dire qu'il se situe dans la région de la base du cou. Au niveau de la face costale du poumon droit apparaissent deux scissures, une scissure oblique qui est repérée par la deuxième côte en arrière et qui est repérée par le niveau de la sixième côte en avant. Et on a, parallèle à la quatrième côte, une scissure horizontale. Alors on appelait ça autrefois la grande scissure et la petite scissure. Scissure horizontale qui est parallèle en moyenne à la quatrième côte. Et ces deux scissures permettent de partager le parenchyme pulmonaire en trois lobes. Et ces trois lobes, on retrouve ici la segmentation bronchique. Le lobe supérieur droit, qui est situé au-dessus de la scissure horizontale, le lobe moyen, qui est situé entre la scissure horizontale et la scissure oblique, et vers le bas, le lobe inférieur droit qui, vous le voyez, présente un apex qui remonte très haut et qui va recevoir son oxygène par la bronche segmentaire apicale du lobe inférieur, la fameuse bronche de Nelson, et qui présente ensuite une partie basale qui va répondre à la base du poumon. Si l'on retourne à présent cet organe et qu'on l'observe sur une vue médiale, orientée crânialement et ventralement, vont alors apparaître la face médiastinale du poumon, celle qui regarde vers le médiastin, et la base du poumon, ou sa face diaphragmatique, c'est-à-dire celle qui repose sur la coupole diaphragmatique droite. Cette vue va nous présenter donc ici, pareil, un bord postérieur qui descend plus bas que le bord antérieur, mais nous allons avoir, cette fois-ci, eh bien, deux éléments. Un élément
ici qui correspond à la face médiastinale qui apparaît creusée par le île pulmonaire en forme de raquette à tamis supérieur et à manche inférieure. Face médiastinale qui regarde donc vers la face droite du médiastin. Et nous allons avoir, eh bien, vers le bas ici, la face inférieure ou face diaphragmatique qui repose sur la coupole diaphragmatique droite. Alors je repasse juste ici simplement voilà, les contours pour mettre plus de contraste. On va retrouver sur cette vue médiastinale les scissures. Voici la grande scissure qui se perd ici au niveau de la face diaphragmatique et ici la scissure horizontale, scissure oblique, scissure horizontale, ce qui permet de retrouver sous l'apex pulmonaire le bord postérieur, un bord antérieur, un bord inférieur, et donc les trois lobes, lobe supérieur droit, lobe moyen, lobe inférieur droit. On va retrouver au niveau de cette face diaphragmatique eh bien l'empreinte de structures qui répondent au poumon droit. Il s'agit ici de l'empreinte de l'atrium droit, le bord droit du cœur, prolongé vers le haut par ici un sillon légèrement creusé à la face médiale du poumon et qui correspond à l'empreinte de la veine cave supérieure, empreinte de la veine cave supérieure qui, rappelez-vous, reçoit à sa face postérieure la veine azygos dont la crosse va marquer son empreinte à la partie postérieure de la face médiastinale du poumon droit en arrière du île pulmonaire. Derrière l'empreinte de la veine cave supérieure va apparaître l'empreinte du bord droit de la trachée et derrière la crosse de l'azygos, la face postérieure la partie postérieure de la face médiastinale du poumon droit va essentiellement être marquée par l'empreinte de l'œsophage qui, je vous le rappelle, correspond à l'organe du médiastin postérieur qui regarde vers la droite, étant déporté vers la droite par l'empreinte, par la présence de l'aorte du côté gauche. Au niveau du île pulmonaire, eh bien, on va retrouver les éléments qui constituent le pédicule pulmonaire, constitué par la bronche principale droite, ici sectionnée, puisque l'on a dû sectionner le pédicule pulmonaire pour pouvoir extraire le poumon. En avant de la bronche principale droite se place l'artère pulmonaire droite, branche de division droite du tronc pulmonaire, qui est souvent très volumineuse, et en dessous vont se placer les deux veines pulmonaires, droite, supérieure et inférieure. Ces quatre éléments constituant les éléments principaux du pédicule pulmonaire, auxquels il conviendra de rajouter, pour être complet, des nerfs végétatifs apportant l'innervation sympathique et parasympathique pour en particulier l'arbre trachéo-bronchique et donc la régulation de la sécrétion des bronches et le degré de contraction des muscles bronchiques, les muscles de Reis-Haysen, dont le dysfonctionnement est à l'origine des crises d'asthme. Et nous avons également des éléments lymphatiques qui vont drainer la lymphe pulmonaire. Voici donc pour la constitution et la morphologie du poumon droit qui s'inscrit donc dans un segment de cône présentant une base, c'est la face diaphragmatique ou face inférieure du poumon qui repose sur la coupole diaphragmatique droite, qui va présenter un sommet ou apex pulmonaire qui se projette en arrière au contact de la première côte et qui se projette en avant au niveau de la base du cou,
et qui, entre sa base et son sommet, va présenter une face latérale qui regarde vers les côtes et une face médiastinale qui regarde vers le bord droit du médiastin. Du côté gauche, eh bien, le poumon gauche, lui, va être légèrement plus petit car il est poussé un peu à gauche par le cœur qui est un organe, vous le savez, qui est décalé du côté gauche. Le poumon gauche s'inscrit lui aussi dans la forme d'une pyramide à base inférieure et à sommet supérieur, et sur une vue latérale gauche, cette fois-ci, orientée crânialement et ventralement, nous allons pouvoir placer le poumon gauche en vue latérale, après avoir été extrait du thorax. Et donc voici la face diaphragmatique, la face costale, pardon, du poumon gauche, dont vous voyez un bord antérieur, un bord postérieur qui est convexe et un bord inférieur. Nous avons, comme du côté droit, l'empreinte ici de la première côte et la face latérale de ce poumon est parcourue cette fois-ci par une seule scissure, c'est la scissure oblique qui permet de déterminer au niveau de ce poumon gauche deux lobes, un lobe supérieur gauche et un lobe inférieur gauche qui lui aussi présente une partie supérieure qui forme l'apex du lobe inférieur, recevant son flux aérien par la bronche apicale du lobe inférieur. Si l'on retourne à présent cet organe et qu'on observe le poumon gauche en vue médiale, sur une vue donc médiastinale orientée crânialement et ventralement, eh bien on va pouvoir placer les deux éléments qui nous manquent, c'est-à-dire la face médiastinale et la base ou face inférieure du poumon gauche. Nous retrouvons ici l'apex, nous retrouvons ici le bord inférieur du poumon, et vous voyez que le bord antérieur du poumon gauche, contrairement au bord antérieur du poumon droit qui apparaît bien rond, eh bien, le bord antérieur, lui, apparaît ici un peu comme amputé de sa partie antérieure. C'est ce qui permet de déterminer la lingula pulmonaire, qui est cette petite bande de poumon qui s'interpose entre le ventricule gauche et la paroi. Sur cette vue médiastinale du poumon gauche, nous avons donc la face médiastinale en haut, entre le bord antérieur, donc marqué par la lingula pulmonaire, le bord postérieur qui est convexe et le bord inférieur. La face médiastinale du poumon gauche est creusée à sa partie centrale par le hile pulmonaire gauche, et cette face médiastinale va, elle, également être traversée par la scissure oblique du poumon gauche, permettant de distinguer le lobe supérieur gauche et le lobe inférieur gauche. En dessous, eh bien, nous avons ici, apparaissant exclusivement du côté, en vue médiale, eh bien, la face diaphragmatique ou base du poumon gauche, qui va reposer sur le diaphragme. Nous avons donc, au niveau de cet organe, de ce segment de cône, un apex supérieur, sommet, une base qui repose sur le diaphragme, une face médiastinale qui regarde vers le médiastin et une face costale qui regarde vers le grille costal. Au niveau de la face médiastinale du poumon gauche, nous allons avoir des reliefs qui sont marqués par la présence des éléments du bord gauche du médiastin, et du côté gauche,
eh bien, il s'agit essentiellement de l'empreinte du ventricule gauche et de l'aorte thoracique, ascendante, horizontale et descendante, qui marquent ici leur empreinte au niveau de la face médiastinale du poumon gauche, avec habituellement ici l'empreinte de l'artère subclavière gauche, qui naît de la partie gauche de l'arc aortique et dont l'empreinte est habituellement bien marquée au niveau de cette face médiastinale. Dans le hile pulmonaire, nous allons retrouver les éléments du pédicule pulmonaire gauche qui sont représentés par la bronche principale gauche qui du côté gauche est coiffée par l'artère pulmonaire gauche, branche de division gauche du tronc pulmonaire, et en dessous de ces éléments se placent les deux veines pulmonaires gauche, supérieure et inférieure, qui donc vont ramener vers le cœur le sang qui aura été oxygéné. Dans le hile pulmonaire, qui est comblé par du tissu conjonctif, vont se placer des éléments nerveux végétatifs, apportant donc l'innervation sympathique et parasympathique aux bronches et au poumon gauche, et des éléments lymphatiques qui vont se drainer vers les lymphocentres du médiastin. La surface du poumon, on l'a représentée ici en violet, est quasiment entièrement recouverte par la membrane séreuse du poumon qui est la plèvre. La plèvre est une membrane séreuse qui est exactement de la même nature que le péricarde séreux et que le péritoine. Et cette membrane séreuse va recouvrir la quasi-totalité de la surface du poumon, sauf au niveau des hiles pulmonaires, où le feuillet viscéral de la plèvre va se placer en continuité avec le feuillet pariétal de la plèvre, ou plèvre pariétale, qui recouvre la paroi thoracique interne et qui recouvre les bords droit et gauche du médiastin. Les deux feuillets de la plèvre déterminent une cavité, la cavité pleurale, permettant de constituer à la fois un espace de glissement permettant les modifications de la forme du poumon lors des mouvements d'inspiration et d'expiration, mais également cette plèvre, cette cavité pleurale dans laquelle règne une pression négative permet lors des mouvements d'inspiration, c'est-à-dire lors de l'abaissement du diaphragme et de l'écartement des côtes, eh bien une ampliation pulmonaire permettant l'appel d'air vers les poumons lors de l'inspiration. C'est également dans la cavité pleurale que peuvent se réaliser des épanchements liquidiens qui vont se placer dans les cul-de-sac pleuraux inférieurs ou aériens, comme dans le cadre des pneumothorax. Pour montrer comment se constituent ces éléments, nous allons reprendre, pour terminer ce cours, une hémicoupe du thorax qui va passer par le niveau de la 5e vertèbre thoracique, coupe passant par TH5, c'est la même coupe que nous avions mis en place hier dans le cours sur le médiastin, coupe qui va nous permettre donc de placer au centre de la coupe les éléments du médiastin et latéralement, à présent, le poumon. On va choisir de représenter le poumon gauche, cette vue est orientée ventralement et à gauche, de placer le poumon gauche dans sa gouttière pleuropulmonaire. Alors nous plaçons, articulé avec le corps de TH5 ici, la 5e côte, et je vous rappelle que les côtes étant placées dans un plan fortement oblique vers le bas et vers l'avant, elles ne peuvent pas apparaître dans leur intégralité sur une coupe horizontale. Elles apparaissent donc coupées ici plus ou moins obliquement. On voit habituellement sur un même niveau de coupe 4 côtes consécutives. En avant, en regard de TH5, on va considérer que l'on se place au niveau du corps du sternum, qui est sectionné ici, et vers lequel arrive un cartilage costal que nous pouvons figurer comme ceci.
Alors, c'est toujours la même chose. On va d'abord placer au centre de la coupe les éléments aériens, puisque ce sont toujours les éléments autour desquels il convient de raisonner. Ces éléments aériens en TH5, puisque la trachée se bifurque, eh bien nous allons retrouver les bronches principale droite, bronche principale gauche. On rappelle qu'en coupe horizontale, en imagerie, eh bien c'est toujours une vue inférieure. Ça, c'est une convention d'imagerie. En arrière des structures aériennes vont se placer les structures, va se placer l'œsophage, que nous pouvons placer ici. Voici l'œsophage, avec donc sa paroi musculaire et sa lumière qui apparaît plus ou moins ouverte. Et on va tout de suite mettre en regard de la paroi thoracique des éléments très postérieurs. Il s'agit du conduit thoracique qui est donc la grande structure de drainage de la lymphe sous-diaphragmatique du corps et ici de l'hémithorax droit, gauche. Nous placerons ensuite latéralement les éléments du système azygos. Il s'agit en TH5 et du côté droit de la veine azygos et il s'agit à gauche de la veine hémiazygos accessoire. Et en regard de je vais prendre une couleur différente ici, en regard des articulations costo-vertébrales, les ganglions des chaînes sympathiques latéraux-vertébrales qui constituent donc ces relais sur les voies sympathiques. Ganglions des chaînes sympathiques latéraux-vertébrales. En avant des structures aériennes, eh bien, les vaisseaux du médiastin avec ici et à gauche le tronc pulmonaire qui se divise pour donner les artères pulmonaires droite et gauche, chacune rejoignant une bronche principale, l'artère pulmonaire droite se plaçant en avant de la bronche principale droite et l'artère pulmonaire gauche venant se placer au-dessus. À droite se placera l'aorte, ici l'aorte thoracique ascendante, dilatée au niveau du sinus aortique de Valsalva qui va donner naissance aux artères coronaires et du côté, en arrière et à gauche, va se placer l'aorte thoracique descendante qui est plus petite. On est en dessous du niveau de l'isthme aortique et donc l'aorte va donner naissance aux artères intercostales postérieures. J'en représente ici une paire. Artères intercostales postérieures qui, je vous le rappelle, maintiennent l'aorte descendante plaquée à la colonne, ce qui la rend immobile. Nous avons enfin ici la veine cave supérieure qui se place à droite et un peu en arrière de l'aorte ascendante. On placera en avant le résidu adipeux du thymus. Et nous allons maintenant pouvoir nous intéresser plus précisément à la gouttière pleuropulmonaire dont la face profonde est tapissée ici par le fascia endothoracique qui recouvre donc le plan profond des côtes et des espaces intercostaux et qui se prolonge par le fascia prévertébral. Et à la face profonde du fascia endothoracique va se placer le feuillet pariétal de la plèvre, je vais garder le même code couleur, feuillet pariétal de la plèvre qui double le fascia endothoracique et qui va recouvrir la face profonde du grille costal et qui va ensuite venir recouvrir la face profonde, la face gauche et droite du médiastin. Et ça vous explique comment les éléments effectivement les éléments du médiastin impriment leur marque à la face profonde, la face médiastinale du poumon. Dans la gouttière pleuropulmonaire va maintenant se placer le poumon. Alors voici ici le poumon gauche avec la scissure oblique
seule scissure du poumon gauche, dont on va voir apparaître, puisque maintenant je vais le colorer, le lobe supérieur qui apparaît en avant et le lobe inférieur qui apparaît en arrière. Lobe supérieur sur une coupe qui apparaît en avant, lobe inférieur qui apparaît en arrière. D'ailleurs, dans l'épaisseur du poumon, on voit apparaître des éléments, ici, qui apparaissent en coupe, qui correspondent, pardon, je n'ai pas pris la bonne couleur, qui correspondent à des éléments de bifurcation artérielle, veineux. Donc c'est les éléments de bifurcation de l'artère pulmonaire, de constitution des veines pulmonaires qui irradient à partir du île pulmonaire, le île pulmonaire étant la zone qui va connecter le poumon au médiastin. Et effectivement, le poumon apparaît recouvert par le feuillet viscéral de la plèvre. Donc ici, nous avons le feuillet pariétal de la plèvre. Ici, nous avons le feuillet viscéral de la plèvre. Et entre les deux se place la cavité pleurale qui se présente sous la forme d'une cavité virtuelle qui est occupée par un tout petit peu de liquide pleural, le poumon étant normalement plaqué à la paroi. Vers le centre, au niveau du île pulmonaire, eh bien, les deux feuillets sont en continuité, c'est la ligne de réflexion de la plèvre, venant constituer, ici je vais le marquer par un H, le île pulmonaire que nous sommes obligés de sectionner pour extraire le poumon, et qui, après section et en vue gauche, s'inscrit effectivement dans une raquette à grosse extrémité supérieure et à manche inférieure. Et c'est dans la partie haute, la plus large du île pulmonaire, que l'on va trouver les éléments du pédicule pulmonaire, donc la bronche principale. On reprend en fait le schéma qui a été fait, l'artère pulmonaire gauche et les veines pulmonaires qui sont inférieures, veines pulmonaires, et les éléments, bien sûr, il ne faut jamais les oublier, nerveux et lymphatiques qui vont finir de constituer ces éléments. Le reste est du tissu de remplissage du tissu conjonctif. Pour compléter cette coupe, en TH5, on placera en avant du pédicule pulmonaire, ici le nerf phrénique gauche qui va donc venir innerver la coupole diaphragmatique gauche, et nous avons autour de l'œsophage les nerfs vagues droit et gauche qui échangent leurs fibres au niveau des plexus péri-œsophagiens. Cette cavité pleurale va émettre des cul-de-sac. Ces cul-de-sac sont, et ça sera le dernier point de ce cours, visibles sur une radiographie pulmonaire de face et de profil. Et si on schématise ici une radiographie du poumon, du thorax de face, vous vous rappelez que le thorax s'inscrit dans la forme ici d'un tonneau, globalement, avec le diaphragme qui bombe dans la cavité thoracique de cette manière. Eh bien, nous avons de chaque côté ici des cul-de-sac pleuraux, et ces cul-de-sac peuvent être émoussés, donc apparaître légèrement grisés en cas d'épanchement liquidien dans la cavité pleurale, c'est-à-dire entre les deux feuillets viscéral et pariétal de la plèvre. Voici donc les éléments que je souhaitais porter à votre connaissance en ce qui concerne l'anatomie de l'arbre trachéobronchique des poumons et de la plèvre. Je vous souhaite une bonne fin de journée,
un bon week-end et vous verrez une dernière fois pour mettre en place un cours plus spécifiquement consacré à l'étude du médiastin postérieur, de l'œsophage et du conduit.